C'est notre duel du soir. Il va opposer Jean-Marc Germain, député socialiste, secrétaire national au travail et à l'emploi, à Arnaud Robinet, député UMP de la Marne, responsable du dossier des retraites à l'UMP. C'est en effet vendredi que Yannick Moreau, qui a jadis présidé le Conseil d'orientation des retraites, va remettre au Premier ministre son fameux rapport dont on connaît déjà les grandes lignes. Cela en prélude à la conférence sociale des 20 et 21 juin. Lors de sa conférence de presse à Tokyo, le président de la République a dit que tous les éléments seraient mis sur la table. Comme disent ou aiment à dire les politiques, un débat sans tabou va s'annoncer et on voit déjà les futurs points de friction. Mailly de Force ouvrière prédit des tensions sur les retraites, qualifiant d'inacceptable et d'hypocrite l'allongement de la durée des cotisations. Voilà. Alors, l'idée, c'est simple, c'est à ma droite, regrettez-vous de ne pas avoir été plus audacieux dans les réformes que vous avez faites. C'était un peu ce qu'on entendait dans la déclaration de François Fillon l'autre soir à la télévision. Et du côté de Jean-Marc Germain, les socialistes ne se mordent-ils pas les doigts d'avoir peut-être fait preuve de démagogie lors de ce débat sur les retraites, puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui, à leur tour, au pied du mur? D'abord à vous. Je crois vraiment qu'on n'a pas fait preuve de démagogie. Peut-être qu'on a eu, en revanche, le tort de ne pas faire la réforme dans les années 90, ça c'est vrai, puisqu'on a vu ensuite que... Lionel Jospin l'avait gardé sous le coude, assez persuadé de son élection à la présidence. Oui, il voulait la faire. Par ailleurs, il avait fait des choses très importantes, comme la création du fonds de réserve des retraites, ou le corps dont on parle aujourd'hui, qui permet au moins d'avoir un diagnostic commun. Mais ensuite, on voit bien que d'autres majorités sont venues au pouvoir et ont fait des choix, notamment suite 2010, que nous jugeons extrêmement injustes. Donc, quand on a des convictions, il vaut toujours mieux faire soi-même les réformes en portant ses propres convictions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en 2010, nous-mêmes, nous avions porté une réforme. D'ailleurs, en disant que la réforme de Sarkozy ne finançait pas les retraites, on avait dit qu'il y a 1 euro sur 2 qui n'est pas financé. Il y avait 50 milliards à trouver. Effectivement, il reste 20 milliards de trous. Deuxièmement, nous, en proposant des solutions du premier au dernier euro, comme on avait dit, avec des sources de financement, avec un effort aussi qui était l'allongement de la durée de cotisation. En 2010, pour la première fois de son histoire, le Parti socialiste a porté l'allongement de la durée de cotisation comme solution et comme alternative à la hausse de l'âge, puisque vous savez que quand on augmente l'âge, ce sont les ouvriers et les employés qui ont commencé à travailler tôt qui payent, alors que quand on allonge la durée de cotisation, c'est tout le monde qui fait un effort. Pour répondre à votre question, Michel Field, savoir si la réforme 2010 n'a pas été assez loin. Je ne voudrais pas reprendre les propos de François Fillon, mais je faisais partie à l'époque, en 2010, de ceux qui pensaient qu'on pouvait peut-être aller un peu plus loin, notamment sur le recul de l'âge. 62 ans était un minimum, on aurait pu aller à 63, voire 64 ans. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est, je ne peux pas parler de démagogie de la part du Parti socialiste, mais je salue l'avancée du Parti socialiste dans sa réflexion. Rappelez-vous, en 2003, réforme Fillon, le marqueur était l'augmentation de la durée de cotisation. Je me rappelle des propos à l'époque du Parti socialiste. Si nous revenons au pouvoir, nous reviendrons sur la réforme Fillon. Je me rappelle de la réforme 2010 également, réforme injuste, et puis des propos de François Hollande. D'ailleurs, il y a eu quelques frictions avec Pascal Terrasse, chargé des retraites au Parti socialiste, où François Hollande promettait, comme Marisol Touraine d'ailleurs, lors du débat sur la réforme 2010, d'un retour à 60 ans. Aujourd'hui, on le voit, face aux réalités, il faut véritablement continuer la réforme des retraites. Mais 2010 n'était pas une réforme, je dirais une fin en soi, puisqu'il était prévu un point d'étape en 2013. Si nous avions été au pouvoir aujourd'hui, si nous étions dans la majorité, nous aurions eu à mener une autre réforme, ce fameux point d'étape de 2013, notamment en portant la réflexion sur un régime, ou plutôt une réforme structurelle ou systémique, sur un régime unique pour l'ensemble de nos compatriotes, pour l'ensemble de nos concitoyens. Est-ce que ça veut dire que ce qui reste de dogme à gauche, c'est le système de répartition, pas d'ouverture à un système de capitalisation ? Moi, j'appelle même pas ça du dogme, c'est des convictions. Je crois vraiment que si on veut mener cette réforme à bon port, il y a deux conditions. Des convictions solidement ancrées peuvent devenir un dogme. Oui, mais dans le langage courant, le dogme, malheureusement, ça a été perverti comme notion. Il y a 2 choses importantes. La première, c'est la concertation. C'est ce qui a tant manqué en 2010. Il y a eu des millions de personnes dans la rue et maintenant, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Et la deuxième condition pour que cette réforme arrive à bon port, c'est la justice. C'est vraiment que chacun contribue, bien sûr, fasse des efforts, mais en fonction de ses moyens. La justice, c'est quoi ? C'est d'abord pour nous préserver
les petites pensions et les petites retraites. Il y a 8 millions de retraités qui ne payent pas l'impôt, qui sont aujourd'hui, qui ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Il faut absolument préserver leur niveau de vie. La deuxième chose, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas toucher à l'âge, parce que ce serait demander à des gens qui ont déjà 43, 44, 45 ans de cotisation, de cotiser encore plus. Ce serait faire payer la réforme des retraites par les ouvriers et les employés. Ça, on n'en veut pas. Troisièmement, je l'ai dit, on est prêt à accepter une augmentation de la durée de cotisation, mais il faut vraiment traiter la question de ceux qui sont au bout du rouleau à 60, 61 ans. Donc faire rentrer les catégories celle de la pénibilité. Michel Field, il faut savoir accordé. que Nicolas Sarkozy avait dit « je traiterai la pénibilité ». Et il a mis en place un dispositif soi-disant ouvert à tous, dans lequel il y a eu 3 872 entrées, là où en Allemagne, par exemple, il y a 160 000 personnes par an qui partent en pénibilité. Donc, il faut traiter cette question, c'est majeur. Et puis, juste, je termine là-dessus, la question des femmes qui ont eu des carrières hachées. Il faut savoir qu'il y a une égalité femmes-hommes qui est absolument scandaleuse face à la retraite. À cause des temps partiels liés au congé grossesse. Vous avez donc des retraites partielles qu'on peut avoir. Hein. La retraite de base, c'est du simple au double entre un homme et une femme. Et après, les mécanismes correctifs ne corrigent que 30% de cela. Arnaud Robinet. J'entends les arguments, mais vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises, lorsque vous étiez dans la majorité, à mener de véritables réformes et à aborder la pénibilité notamment. Je crois que la réforme 2003 et la réforme 2010 ont été les premières réformes à aborder ce concept de pénibilité et même de carrière longue. Car aujourd'hui, depuis 2003, des personnes ayant commencé à travailler à 14, 15, jusqu'à 17 ans et 11 mois avec la réforme 2010 peuvent partir à la retraite à 60 ans s'ils ont cotisé le nombre d'annuités suffisant. Mais au-delà, on voit qu'il va y avoir le fameux rapport Moreau qui va être rendu au Premier ministre vendredi. Le constat est partagé par tous. On connaît les pistes du gouvernement, elles ont été annoncées. Alors parfois, on ne sait pas trop par qui. Une fois, c'est par Michel Sapin. Une fois, par Marisol Touraine. Aujourd'hui, par Madame Delaunay. Donc, il va falloir un peu savoir quel va être l'interlocuteur des partenaires sociaux et même également donc, de l'opposition. Et donc, on le voit, le fait de jouer uniquement sur la durée de cotisation, c'est hypocrite. Car cette réforme des retraites, elle doit être en direction de la jeunesse, des nouvelles générations. Et on le sait aujourd'hui, nous rentrons de plus en plus tard sur le marché du travail. Donc automatiquement, dire on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite, forcément, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des retraités dans les années à venir avec des petites retraites, car ils pourront partir à 62 ans, voire 60 ans pour certains, mais avec des petites retraites, car ils n'ont pas cotisé le nombre d'annuités suffisant. Il faut jouer sur les deux paramètres pour avoir un résultat efficace et immédiat, puisque l'objectif est un équilibre à l'horizon 2020, il faut jouer sur le paramètre de l'âge. Il faut certes continuer à augmenter la durée de cotisation, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de temps de travail, 1 tiers à la retraite, mais également jouer sur le recul départ de l'âge à la retraite. Un argument, une réponse sur cet argument de l'entrée de plus en plus tardive des jeunes sur le marché du travail, qui est une réalité sociologique. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est quel âge ? C'est 20, 21 ans, mais aujourd'hui, quand on a commencé à 18, 19, même 16 ans, 17 ans, qu'on puisse partir à 62 ans, ça nous paraît indispensable de le maintenir. Donc nous ne toucherons pas à l'âge. Deuxième chose, vous avez dit, il nous faut un interlocuteur. J'ai parlé tout à l'heure de la méthode. Pour nous, la concertation est très importante. C'est le Premier ministre lui-même qui l'amène. Ce sera d'ailleurs l'interlocuteur de l'opposition. Vous serez reçu à Matignon pour faire valoir vos positions. D'ailleurs, ça a beaucoup manqué que Nicolas Sarkozy ne cherche pas un consensus national sur les retraites. Après, on le trouvera ou pas, mais vous avez raison de dire que c'est très important de mobiliser tout le pays. Et nous le ferons vraiment avec ce souci de justice. Parce que moi, je suis convaincu que la réforme est possible dans notre pays. Mais la condition de la réforme, c'est la justice sociale et c'est ce qui a vraiment manqué en 2010 parce que vous avez fait le choix le plus injuste qui est de jouer sur l'âge de départ en retraite. Ce qui m'inquiète également dans les propositions, dans les axes annoncés, alors ça c'est le rapport Moreau, mais c'est qu'on joue encore une fois sur la fiscalité. Vous parliez de justice, mais on le voit, je ne sais pas ce qui sera retenu par le Premier ministre ou par le ministre du Travail ou des Affaires sociales, il y a cette fiscalité, cette taxation au niveau des retraités. Nous avions un seul tabou en 2010. Pour le PS, c'était l'âge, les 60 ans. Nous, c'était le pouvoir d'achat des retraités. Nous refusions d'augmenter la CSG des retraités pour la simple et bonne raison, c'est que la société a évolué et qu'aujourd'hui, de plus en plus de retraités aident les enfants, voire les petits-enfants. Et dans les pistes qui sont annoncées aujourd'hui,
on voit une augmentation de la CSG des retraités et on voit une possible suppression du fameux abattement de 10% qui touche les retraités. Donc j'ai bien peur qu'on arrive aujourd'hui à un appauvrissement. Vous parlez de petites retraites, mais il y a également les retraites médianes, ce que j'appelle médianes, qui vont être lourdement touchées, et les retraités l'ont déjà été dans le cadre du PLFSS 2013 avec la taxation de 0,3 points pour financer une possible réforme de la dépendance. Avant que vous répondiez sur ce thème, j'en rajoute un autre puisque le temps tourne. Ligne de fracture évidente, ça va être le rapprochement du public et du privé. Dans une interview au Parisien dimanche, Marisol Touraine dit il faut faire tomber les idées reçues. Les fonctionnaires cotisent le même nombre d'années que dans le privé, de même que la moyenne des retraites versées dans le public est équivalente à celle du privé. C'est cousu de fil blanc, c'est vrai ce qu'elle dit, mais en même temps, ce qui est vécu par les salariés du privé, c'est le calcul de leur retraite sur les derniers mois des fonctionnaires, ce qui n'est pas le cas dans le privé et qui produit des disparités qui sont vécues comme injustes par les salariés du privé. Et vous savez bien que ça va être l'un des nœuds du problème. Déjà, c'est là-dessus que l'opposition se prépare. Oui, mais deux choses. D'abord, moi, je crois qu'on ne réussira pas cette réforme si on oppose les catégories entre elles, si on oppose les retraités aux actifs, si on oppose les fonctionnaires aux privés. Il faut vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, que chacun contribue et que chacun contribue en fonction de ses moyens. Donc, on discrimine les efforts en fonction du revenu, oui. En fonction du statut, non. Sur les fonctionnaires, Marisol Touraine a raison. Les durées de cotisation aujourd'hui sont les mêmes, les âges de départ sont les mêmes. Il y a une différence sur la façon de calculer les choses. Mais elle n'est pas rien, cette différence. Elle n'est pas rien, mais moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on change les choses pour une raison bien simple. C'est que l'idée qui est souvent mise en avant, c'est de dire les fonctionnaires, ils ont des primes, et donc on va réintégrer les primes à leur salaire, et on va s'aligner sur les 25 dernières années. Mais si on fait ça par rapport, ce qui se comprend intellectuellement, mais par rapport à aujourd'hui, qui est-ce que ça favorise ? Ça favorise les hauts fonctionnaires comme je l'étais, qui ont des primes élevées, mais par exemple, les enseignants n'ont aucune prime, et donc ça ferait une baisse pour les retraites. Alors on dit déjà, par exemple, que les enseignants ont les salaires les plus bas d'Europe, et bientôt on va leur faire les retraites les plus basses d'Europe. Donc on voit bien que le passage d'un système à l'autre ne va pas dans le sens de la justice, donc moi je ne suis pas favorable à ça. Je crois que la convergence, elle a été faite fortement, et d'ailleurs, même ceux qui défendent l'idée d'un alignement n'y voient pas là une source d'économie, mais une source d'harmonisation entre le public et le privé. Donc moi, je déconseille plutôt d'avancer sur cela. Je crois vraiment qu'il faut régler les problèmes financiers et faire contribuer ceux qui le peuvent. Arnaud Robinet. On le voit, ça va être le problème, enfin du moins le point crucial de la réforme qui va avoir lieu. Au sein même de la majorité, il y a des divergences. Quand j'entends M. Germain ou Mme Marisol Touraine ou Mme Delaunay aujourd'hui, on voit que vous n'êtes pas tous sur le même point, en tout cas sur la même opinion. Mais la concertation voulue par le Premier ministre n'exclut pas le Parti socialiste. Nous avions la possibilité en 2010... Ni la ministre. Soit d'augmenter la durée de référence, passer des 6 derniers mois à 5 ans, 10 ans, etc., pour se rapprocher du privé. Nous avions préféré plutôt augmenter la part de cotisation salariale, qui va être la même pour les fonctionnaires que pour les salariés du privé à l'horizon 2016-2017. Et on l'avait vu, c'est une mesure qui rapportait plus que l'alignement de la période de référence. Mais aujourd'hui, on le voit, on parle beaucoup d'équité, et quand on discute avec nos concitoyens, comme je l'ai fait encore ce week-end à Reims dans ma circonscription et dans ma ville, on le voit, le premier point qui est soulevé, cette équité entre public et privé. Et je crois qu'il ne faut pas caricaturer les choses. Il est hors de question, en tout cas pour nous à l'UMP, d'opposer la fonction publique aux salariés du privé, d'opposer deux France. Mais il va falloir songer, et c'est pour ça que nous avons un point d'ailleurs convergent avec la CFDT sur le sujet, peut-être mener une véritable réflexion sur un système unique, système par point, pour l'ensemble des salariés français. Et là, on pourra parler véritablement d'équité. Parce que dans la fonction publique également, il y a une certaine forme d'inéquité, vous l'avez souligné, entre les hauts fonctionnaires, entre l'éducation nationale. On parle des primes, certains en ont, d'autres n'ont pas. On peut dire on va réintégrer les primes, mais on va renforcer cette inéquité au sein même de la fonction publique. Donc allons véritablement plutôt vers une réforme systémique, un régime par points qui concernera l'ensemble des salariés français, publics et privés. Le mot de la fin, Jean-Marc Germain. Oui, alors je ne vais pas me lancer dans réforme systémique, mais il n'y a pas de solution miracle. En Suède, ils ont essayé de faire une réforme systémique et puis ils ont été obligés de tout remettre sur la table parce que ça conduisait à travailler jusqu'à 69, 70 ans. Donc je crois vraiment de travailler jusqu'à 68 il faut que cette concertation ait lieu. Moi, je souhaite aussi que l'opposition puisse prendre part au débat, qu'on trouve un accord le plus large possible avec les organisations syndicales. Et puis ensuite, vraiment, je crois que la clé,
ce sera la justice et puis peut-être aussi de la progressivité dans l'effort. Parce que vous savez, dans les simulations du corps, il y a un certain nombre de scénarios où l'économie irait mieux, où le chômage baisserait. 4,5 Au bout de quelques années, on retrouve un équilibre. Donc, il ne faut pas non plus que les Français aient l'impression qu'on est devant une catastrophe. On a un problème difficile, mais je suis convaincu qu'on va arriver à le régler. Merci à tous les deux. Vous n'avez pas fini de vous rencontrer sur les plateaux de télévision pour en débattre, car ça va être l'un des grands débats à venir, et de la fin de saison, et peut-être de la rentrée sociale. On continue ce 17-20 avec le rappel des titres et on ouvrira une page culturelle.